Après la mort de mes parents, mon frère m'a mis à la rue. Lors de la lecture du testament, il s'est moqué, profite de l'itinérance, tu n'auras rien. Le notaire a alors annoncé ma fortune. Mon frère s'est évanoui. Je m'appelle Nathalie Dubois et je me tenais près des cercueils de mes parents lorsque mon oncle s'est penché vers moi et m'a murmuré, « Demain, tu devras vider la maison. Les biens des Dubois restent aux hommes Dubois. » Ça a toujours été comme ça. 2 jours après leurs funérailles, j'ai retrouvé mes affaires jetées dehors sous la pluie. Mais voici ce que l'oncle Thierry ignorait. Ma mère avait passé 8 ans à se préparer pour ce moment précis. 8 ans de rendez-vous secrets avec des avocats. 8 ans à construire quelque chose qu'il ne pourrait pas toucher. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lors de la lecture du testament, laissez-moi vous ramener au début. Au jour où tout s'est terminé et où, d'une certaine manière, tout a commencé. La pluie a commencé pendant l'éloge funèbre. L'église Saint-Martin à Lyon avait connu des jours meilleurs. Le genre de vieille église de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec des vitraux qui projetaient des ombres colorées sur des bancs en bois usés. Mes parents s'étaient mariés ici en 1996. 29 ans plus tard, 80 personnes remplissaient ces mêmes bancs pour leur dire au revoir. J'étais assise au premier rang, ma robe noire encore humide du trajet depuis la voiture, un mouchoir froissé caché dans ma manche. Le mouchoir était là depuis la veillée du matin, lorsque j'avais fondu en larmes en regardant les mains de ma mère. Des mains qui avaient tenu les miennes à travers chaque cauchemar d'enfance, chaque chagrin d'adolescente, chaque moment où je pensais ne pas être à la hauteur. Ses mains étaient maintenant jointes sur sa poitrine, parfaitement immobiles. C'était mal. Tout dans cette situation était mal. Oncle Thierry se tenait au pupitre, son costume zénia parfaitement taillé, sa voix portant ce ton particulier d'un homme qui croit en sa propre performance. Il parlait depuis 7 minutes de mon père. Daniel Dubois était un homme de principe, disait Thierry, sa Rolex attrapant la lumière alors qu'il gesticulait. Il a bâti son entreprise de construction à partir de rien. Il croyait au travail acharné, à la famille, à la tradition. Il m'a tout appris sur ce que signifie être un homme du bois. J'ai senti la main de ma grand-mère se resserrer sur la mienne. La femme de Thierry, Patricia, était assise de l'autre côté de l'allée dans une robe Chanel noire, son téléphone face cachée sur ses genoux, mais ses doigts s'agitant vers lui toutes les quelques secondes. Elle l'avait vérifié 2 fois pendant la prière d'ouverture. Daniel savait, poursuivit Thierry, que certaines choses méritent d'être préservées, que l'héritage compte, que le nom Dubois signifie quelque chose. Il a finalement mentionné ma mère 2 fois. Et Geneviève, son épouse dévouée, qui l'a soutenue en tout. C'est tout. Geneviève, l'épouse dévouée. Pas Geneviève, qui avait survécu à 2 ans de chimiothérapie. Pas Geneviève, qui s'était occupée d'un jardin de lavande chaque matin pendant 28 ans. Pas Geneviève, qui avait maintenu cette famille unie pendant que mon père bâtissait son entreprise, ses principes et sa conviction que les fils comptaient plus que les filles. Juste Geneviève, l'épouse dévouée. Je voulais me lever. Je voulais crier. Je voulais dire à tout le monde que ma mère avait été plus que de la dévotion, plus que du soutien, plus que la femme discrète derrière le nom Dubois. Mais grand-mère Elisabeth serra ma main plus fort, et quand je la regardais, elle secoua légèrement la tête. Ses yeux disaient, « Pas encore. Attends. » Je ne comprenais pas ce que j'attendais. Le service s'est terminé. Les gens défilaient, offrant des condoléances qui se confondaient. Votre père était un homme bon. Votre mère était si douce. Vous devez être anéanti. Je souriais. Je les remerciais. J'acceptais leur sympathie tout en ne ressentant qu'un épuisement creux qui n'avait rien à voir avec le chagrin et tout à voir avec les 28 années que j'avais passées à essayer de compter dans une famille qui avait décidé avant ma naissance que les filles ne comptaient pas. J'acceptais une étreinte de Madame Hérisson, notre ancienne voisine, quand Thierry apparut à mon coude. « Nathalie, dit-il doucement, nous devons parler de la maison. » Les fleurs des funérailles étaient encore fraîches. Ma mère était en terre depuis moins de 3 heures. « Oncle Thierry, dis-je, gardant ma voix stable, nous n'avons même pas encore lu le testament. Le testament n'est qu'une formalité. » Il redressa sa cravate. « Tu sais ce que ton père pensait de ces choses. Comment notre famille a toujours géré les héritages. » Je le fixai. Nous étions dans le vestibule de l'église, les vitraux projetant des ombres rouges et bleues sur ses cheveux parfaitement coiffés. Derrière lui, Patricia nous observait, son expression illisible.
Les fils héritent, dit Thierry comme s'il expliquait quelque chose de simple à un enfant. C'est comme ça que ça s'est toujours passé dans la famille Dubois. Tu le sais. Je sais que c'est ce que papa croyait. Ce n'est pas une question de croyance, Nathalie. C'est une question de tradition. Il s'agit de garder les choses en famille. Il adoucit sa voix, essayant probablement de paraître raisonnable. Écoute, je comprends que c'est difficile. Tu as vécu là-bas, tu t'es occupé de tout pendant que ta mère était malade. J'apprécie ça. Vraiment. Le mot apprécié venant d'un homme qui avait rendu visite à ma mère mourante 3 fois en 2 ans. Mais c'était ton choix, continua-t-il. Tu as choisi de mettre ta carrière en pause. Je n'ai pas mis ma carrière en pause. Je suis infirmière diplômée. Je travaillais de nuit pour pouvoir être là pendant ces traitements. D'accord, et c'était noble, mais ça ne change rien à la réalité de la situation. Il jeta un coup d'œil autour de lui, s'assurant que personne n'écoutait. La maison appartenait à ton père. Le patrimoine appartenait à ton père, et Daniel m'a très clairement dit à plusieurs reprises au fil des ans ce qu'il voulait. Ma gorge se serra. Ce qu'il voulait. Je te donne 1 semaine, dit Thierry. C'est généreux, considérant que je pourrais légalement prendre possession immédiatement. 1 semaine pour sortir tes affaires. Trouve un endroit. Je t'aiderai même à chercher un appartement si tu as besoin. Thierry. La voix de grand-mère Elisabeth coupa ces mots comme un couteau dans la soie. Elle était apparue à nos côtés. Ses 81 ans, mesurant à peine un m60, mais occupant d'une manière ou d'une autre tout l'espace du vestibule. Peut-être pourrions-nous garder cette conversation pour après que nous ayons tous eu le temps de faire notre deuil. Elisabeth. Le sourire de Thierry n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr. J'essaie juste d'aider Nathalie à s'organiser. Personne ne veut que cela traîne en longueur et soit difficile. Non, dit grand-mère doucement. J'imagine que non. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit vaciller le sourire de Thierry, mais il se reprit rapidement, nous fit un signe de tête à toutes les deux, et retourna vers Patricia qui attendait près de la porte. Je les ai regardés partir sans dire au revoir à personne. J'ai regardé Patricia se pencher et murmurer quelque chose qui crispa la mâchoire de Thierry. Je les ai regardés monter dans leur BMW et s'éloigner. Grand-mère, dis-je, que vient-il de se passer? Elle prit de nouveau ma main, de la même manière qu'elle l'avait tenue toute la journée. Ta mère t'aimait plus que la lavande et le soleil, ma chérie. Souviens-toi de ça. C'était une chose si étrange à dire, si spécifique. Je ne savais pas alors que c'était une citation d'une lettre que je n'avais pas encore lue. Une lettre qui expliquerait tout. Je suis rentré du travail 2 jours plus tard pour constater que ma clé ne fonctionnait plus. C'était un mercredi soir, juste après 19h. J'avais fait un double service à la maison de retraite Les Tilleuls parce que le deuil vous donne envie d'être utile, d'être nécessaire, d'être tout sauf seul avec vos pensées. Madame Rosa m'avait tenu la main pendant ma pause déjeuner et m'avait parlé de la perte de sa propre mère. Monsieur Chen m'avait serré dans ses bras et m'avait dit « Vous étiez une bonne fille ». J'avais tenu bon. J'avais été professionnel. J'avais fait mon travail. Et maintenant, je me tenais dans l'allée du 127 rue des Érables, la maison où j'avais grandi, la maison où j'avais passé les 2 dernières années à m'occuper de ma mère, et ma clé tournait dans une serrure qui ne la reconnaissait plus. J'ai réessayé, confuse. Peut-être que le froid avait déformé quelque chose. Un mois de mars dans la région lyonnaise pouvait être brutal. Mais non, la serrure avait été changée. Le peine dormant aussi. Je suis resté là un moment, mon sac d'infirmière lourd sur mon épaule, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Puis j'ai contourné la maison jusqu'au garage. C'est là que j'ai trouvé ma vie. Des boîtes en carton empilées contre le mur du garage. Mes vêtements, mes livres, la boîte à recettes de ma mère qu'elle m'avait donnée à Noël dernier, mon diplôme d'infirmière de l'université Lyon 2 encadré, tout ce que je possédais jeté dans des boîtes emballées à la hâte, et parce qu'il avait plu cet après-midi. Une pluie froide et misérable qui correspondait parfaitement à la semaine passée. 2 des boîtes étaient trempées. Je pouvais voir les dégâts causés par l'eau sur mon diplôme, l'encre qui coulait, 6 ans d'études, de double service dans un restaurant pour payer les frais de scolarité, de preuve que je pouvais y arriver sans l'aide de mon père, réduit à un morceau de papier gondolé dans une boîte humide. À travers la fenêtre, je pouvais voir des lumières allumées à l'intérieur de la maison.
du mouvement dans le salon. Patricia passa, un verre de vin à la main, riant de quelque chose sur son téléphone. Elle m'a vu debout sous la pluie, regardant mes affaires ruinées. Elle a souri, réellement souri, a levé son verre de vin dans un petit toast, et s'est éloignée. J'ai sorti mon téléphone et appelé Thierry. Mes mains tremblaient. De froid ou de rage, je ne savais pas trop. Il a répondu à la deuxième sonnerie, comme s'il attendait. Nathalie. Tu as changé les serrures. La maison est légalement à moi, dit-il, sans même faire semblant de s'excuser. Mon avocat l'a vérifié ce matin. Le patrimoine de ton père, la maison de ton père. La décision de ton père. Je t'avais donné jusqu'à la fin de la semaine, mais Patricia et moi avons décidé qu'il serait plus simple de faire une rupture nette. Tu as jeté mes affaires sous la pluie. Je les ai fait emballer soigneusement par une entreprise de déménagement. Si certaines boîtes ont été mouillées, c'est malheureux, mais ce n'est guère de ma responsabilité. Sa voix avait maintenant cette pointe d'agacement. Celle qui signifiait qu'il avait fini d'être poli. Tu as 24 heures pour récupérer tes affaires avant que je ne les fasse enlever de la propriété. Enlever pour les mettre où? Ce n'est pas mon problème. Écoute, Nathalie, je sais que tu es contrariée, mais peut-être que si tu avais fait quelque chose de ta vie au lieu de jouer à la petite infirmière avec des vieux, tu ne serais pas dans cette situation. Jouer à la petite infirmière. 2 ans de garde de nuit, 2 ans à tenir la main de ma mère pendant la chimio, 2 ans à nettoyer le vomi, à changer les draps et à lui chanter les chansons qu'elle me chantait. 2 ans à la regarder se battre, souffrir et survivre, pour finalement la perdre à cause d'un chauffeur de camion qui s'est endormi sur la 7. Jouer à la petite infirmière. Je vois, dis-je doucement. Bien. Je suis content que nous nous comprenions. 24 heures. Il a raccroché. Je suis resté là, dans l'herbe mouillée, à côté de mes boîtes d'affaires ruinées, et je n'ai pas pleuré. J'étais trop fatigué pour pleurer. Au lieu de ça, je me suis assise et j'ai commencé à fouiller dans les boîtes, cherchant ce qui pouvait être sauvé. C'est là que je l'ai trouvé. Une boîte avec des affaires de ma mère, des objets que Thierry avait dû considérer comme de la camelote. Ses gants de jardinage usés par des années à s'occuper de sa lavande, quelques photos d'elle jeune femme avant de rencontrer mon père, un livre de poésie qu'elle aimait, et au fond, une enveloppe de couleur crème avec mon nom écrit de sa main tremblante. Pour Nathalie, le moment venu. Mon souffle se coupa. Je connaissais cette écriture. C'étaient les lettres qu'elle avait formées pendant la chimio, quand ses mains tremblaient à cause des médicaments. Je l'avais regardée essayer d'écrire des cartes de Noël l'année dernière, la regardant s'énerver quand le stylo ne coopérait pas. Elle avait écrit ça pendant qu'elle était malade. Elle savait que cela arriverait. Je ne l'ai pas ouverte. Pas là, assise sur la pelouse humide de la maison qui était censée être la mienne. Je ne pouvais pas. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne à qui je pouvais penser. Diane Fournier a répondu à la 3e sonnerie. Nathalie, tout va bien? Non, dis-je, et ma voix s'est finalement brisée. Non, tout ne va pas bien. Peux-tu? J'ai besoin. Où es-tu? Chez mes parents, enfin, mon ancienne maison. Reste où tu es. J'arrive. 20 minutes. Elle est arrivée en 18. Diane s'est garée dans son Renault Espace, m'a jeté un regard, ainsi qu'aux boîtes et à la maison avec Patricia visible à travers les fenêtres éclairées, et a dit, monte. On s'occupera de tes affaires plus tard. Pour l'instant, tu viens à la maison avec moi. Je ne peux pas tout laisser comme ça. Si, tu peux, et tu vas le faire, parce que ce qu'il y a dans ces boîtes ne vaut pas une hypothermie. Elle a ouvert le coffre de sa voiture. Aide-moi à charger ce qu'on peut. Le reste attendra demain. Nous avons travaillé en silence, chargeant les boîtes dans sa voiture. Celles qui étaient mouillées, nous les avons laissées, à quoi bon? Quand nous avons fini, j'ai jeté un dernier regard à la maison. Ma maison, la maison que ma mère avait transformée en foyer, la maison où elle avait planté de la lavande chaque printemps, préparé les dîners du dimanche et m'avait dit que j'étais suffisante, même quand le silence de mon père disait le contraire. Patricia était toujours visible dans le salon, le téléphone à l'oreille, en train de rire. Allez, dit doucement Diane. On y va. L'appartement de Diane était petit, un 3 pièces dans un immeuble de Lyon qui avait connu des jours meilleurs, mais il était chaud et sec,
et quand elle m'a tendu une tasse de thé et une couverture en me disant de m'asseoir. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine se détendre enfin. « Tu veux en parler ?» demanda-t-elle. J'ai secoué la tête. Pas encore. J'ai besoin de... Il y a quelque chose que je dois lire d'abord. L'enveloppe reposait sur la table basse où je l'avais posée, de couleur crème et d'une certaine manière menaçante. Diane m'a vu la regarder. Ta mère ? Je crois bien. Je l'ai trouvée dans une boîte de ses affaires. Je l'ai prise, j'ai senti son poids. Il y avait autre chose à l'intérieur que du papier. Quelque chose de petit et dur. Diane s'est installée dans le fauteuil en face de moi. Tu veux que je te laisse seule ? Non. Reste, s'il te plaît. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite sur ce papier à lettres coûteux que ma mère gardait dans le tiroir de son bureau, celui qu'elle n'utilisait que pour les choses importantes. Et en dessous, une carte de visite, Maître Evelyne Côté, avocate en droit des successions, Côté et associés, Lyon. J'ai mis la carte de côté et j'ai déplié la lettre. L'écriture était pire que dans mes souvenirs. Elle avait dû écrire cela pendant une des mauvaises semaines, quand la chimio rendait tout plus difficile. Ma très chère Nathalie, si tu lis ceci, alors ce que je craignais est arrivé. Ton père et ton oncle t'ont montré exactement qui ils sont. Je veux que tu saches que je l'ai vu. Je l'ai toujours vu. Je ne pouvais pas changer ton père. Dieu sait que j'ai essayé. Mais je pouvais te protéger. Il y a 8 ans, quand tu as été accepté à l'école d'infirmière et que Daniel a dit « Les filles n'ont pas besoin de faire de grandes études qui coûtent cher », j'ai pris une décision. Je suis allé voir Maître Evelyne Côté. Nous avons commencé à planifier. Chaque mois, quand je disais à ton père que j'allais à des rendez-vous médicaux, je rencontrais Evelyne. Chaque fois que Daniel donnait de l'argent à Thierry pour son entreprise, je mettais de l'argent de côté pour toi. Chaque fois qu'il te disait que tu n'étais pas assez, j'ajoutais un autre document à ton dossier. Je sais que tu souffres en ce moment. Je sais que Thierry a probablement pris la maison, t'a probablement jeté dehors, t'a probablement fait sentir que tu n'étais rien. Mais ma chérie, tu n'es pas rien. Tu ne l'as jamais été. Contacte Evelyne. Elle a tout ce dont tu as besoin. Tous les papiers, tous les arrangements, tout ce que je ne pouvais pas te donner de mon vivant. Tu n'es pas un fardeau. Tu ne l'as jamais été. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je t'aime plus que la lavande et toutes les bonnes choses. Maman. PS ne fais pas confiance à Thierry. Demande à Evelyne ce que je lui ai demandé d'enquêter. Demande-lui les dossiers de l'hôpital de la Croix-Rousse de 1973. Demande-lui pourquoi il n'y a pas d'acte de naissance pour Thierry Dubois à l'hôpital où il prétend être né. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne prennent un sens. 8 ans. Elle avait planifié ça pendant 8 ans. Tous ces rendez-vous médicaux. Tous ces après-midi où elle m'avait demandé de la conduire à Lyon et d'attendre dans la voiture. J'avais pensé qu'elle s'occupait de factures médicales, de paperasse d'assurance, de choses trop ennuyeuses pour m'impliquer. Elle me construisait un avenir. Nathalie. La voix de Diane semblait venir de loin. Qu'est-ce que ça dit ? Je lui ai tendu la lettre, incapable de parler. Diane l'a lue en silence, son expression passant de la confusion à la compréhension, puis à une sorte d'admiration. Quand elle a fini, elle a regardé la carte de visite, puis m'a regardé. Ta mère était une véritable guerrière. Un son est sorti de moi qui aurait pu être un rire ou un sanglot. Elle n'a jamais rien dit, pas une seule fois en 8 ans. Parce que si elle l'avait fait, quelqu'un aurait essayé de l'arrêter. Diane posa la lettre avec soin. Nathalie, tu comprends ce que ça signifie ? Elle t'a laissé quelque chose. Quelque chose que Thierry ne peut pas toucher. Mais quoi ? Qu'aurait-elle pu avoir que papa ne contrôlait pas ? Je ne sais pas, mais cette Evelyne Côté le saura. Diane prit la carte de visite. Il est presque 20 heures. Trop tard pour appeler ce soir. Mais demain matin à la 1re heure. Non. Je lui ai pris la carte. Maintenant. J'appelle maintenant. Le numéro renvoyait à une messagerie vocale. Normal à 20 heures un mercredi. Mais l'enregistrement disait « Vous êtes bien chez Maître Evelyne Côté du cabinet Côté et Associés. S'il s'agit d'une affaire de succession urgente, veuillez appuyer sur la touche 1 pour joindre notre service de permanence.
J'ai appuyé sur un. Une femme a répondu. Professionnel, efficace. Service de permanence côté et associé. Je m'appelle Nathalie Dubois. Je dois parler à maître Evelyne Côté au sujet de la succession de ma mère, Geneviève Dubois. Une pause. Un instant, s'il vous plaît. La musique d'attente a duré moins de 30 secondes avant de s'arrêter et qu'une nouvelle voix se fasse entendre. Plus âgée, assurée. Mademoiselle Dubois, ici Evelyne Côté. J'attendais votre appel. Mon souffle se coupa. Vous attendiez. Quoi? Votre mère a laissé des instructions très précises. Si vous ne me contactiez pas dans la semaine suivant son décès, je devais vous joindre. Mais j'avais le sentiment que vous trouveriez la lettre plus tôt que ça. Une pause. Je suis sincèrement désolé pour votre perte, Nathalie. Geneviève était une femme exceptionnelle. Vous la connaissiez? Je l'ai connue pendant 8 ans. Nous nous rencontrions tous les mois. C'était l'une des clientes les plus avisées que j'ai jamais représentées. La voix d'Evelyne s'adoucit. J'imagine que vous avez des questions. Je ne sais même pas quelles questions poser. Alors laissez-moi vous dire ce qui va se passer. Une lecture formelle du testament est prévue jeudi prochain à 14 h. Les testaments de vos 2 parents doivent être lus ensemble. Thierry a déjà été prévenu. J'aimerais que vous soyez présente. Je ne comprends pas. Si papa a tout laissé à Thierry. Le testament de votre père ne représente qu'une partie du patrimoine combiné de vos parents, dit Evelyne avec précaution. La succession de votre mère est distincte et substantiellement différente. La pièce sembla basculer. Différente comment? C'est une chose que je préférerais discuter en personne avec toutes les parties présentes. Mais Nathalie, j'ai besoin que vous me fassiez confiance d'ici là. Pouvez-vous faire ça? J'ai regardé Diane, qui me fixait avec de grands yeux. Quoi que Thierry dise, continua Evelyne, quoi qu'il menace, ne réagissez pas. Ne signez rien. Attendez simplement. Pouvez-vous faire ça pour moi? Pour votre mère? J'ai pensé à la lettre, à 8 ans de planification secrète, à ma mère, que je croyais simplement en train de survivre, mais qui était en fait en train de se préparer. Oui, dis-je. Je peux attendre. Bien. Je vous verrai jeudi à 14 h. Côté et associé, dans le centre de Lyon, le bel immeuble de la rue de la République. Elle a raccroché. Je suis resté assise là, le téléphone à la main, Diane me fixant, la lettre de ma mère sur la table basse entre nous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Demanda Diane. Elle a dit que la succession de ma mère est distincte de celle de mon père. Elle a dit que c'est différent. Substantiellement différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. J'ai repris la lettre, relu le post-scriptum sur Thierry et l'hôpital de la Croix-Rousse. Mais je pense que ça veut dire que ma mère savait des choses. Des choses qu'elle n'a jamais dites à personne. Dehors, la pluie avait recommencé, tapotant contre les fenêtres du petit appartement de Diane. J'ai pensé à Patricia dans ma maison, buvant du vin, à Thierry changeant les serrures avant que mes parents ne soient froids dans leur tombe, à 28 ans à m'entendre dire que je ne comptais pas. Et j'ai pensé à ma mère, rencontrant un avocat chaque mois pendant 8 ans, construisant quelque chose en secret, me protégeant de la seule manière qu'elle connaissait. Qu'est-ce que je fais jusqu'à jeudi? Demandai-je. Diane sourit. Tu attends. Et tu les laisses penser qu'ils ont gagné. L'appel est arrivé 3 jours avant la lecture du testament, à 22 h un lundi soir. J'étais assise dans la cuisine de Diane, essayant d'étudier pour mon examen de recertification et n'arrivant à rien absorber. Le nom de Thierry s'est allumé sur l'écran de mon téléphone et mon estomac s'est noué. Diane, qui préparait du thé, a vu mon expression. Ne réponds pas. Je dois. Tu n'es vraiment pas obligé. Mais je l'ai fait, parce que quoi que Thierry veuille, il valait mieux le savoir que de se poser des questions. J'ai répondu. Oncle Thierry. Nathalie. Sa voix était différente, amicale, presque chaleureuse, ce qui était en quelque sorte pire qu'hostile. J'ai réfléchi à notre situation, au fait que nous soyons en conflit comme ça. Ce n'est bon pour personne. J'ai attendu. Je sais que j'aurais pu mieux gérer les choses, a-t-il continué. Le timing, la façon dont je m'y suis pris. Tu as raison d'être en colère. J'ai été insensible.
Les excuses semblaient répétées. J'imaginais Patricia le cochant, lui disant quoi dire. Je veux arranger ça, dit Thierry. J'ai rédigé un accord simple. Tu signes un document renonçant à tout droit de contester la succession, et en échange, je te donne 15 000 € en espèces. Une rupture nette, sans rancune. Assez pour que tu t'installes confortablement quelque part. 15 000 € pour la maison où j'ai grandi. Pour 2 ans à m'occuper de ma mère pendant qu'il venait 3 fois. Pour chaque mépris, chaque affront, chaque moment où mon père et son frère m'ont fait sentir que je prenais une place qui aurait dû appartenir à quelqu'un de plus digne. Non, dis-je. Nathalie, sois raisonnable. Tu ne gagneras rien en justice. Le testament de papa est limpide. Tout ce que tu feras, c'est dépenser de l'argent en avocat et faire traîner ça pendant des mois. Prends l'argent. Recommence à zéro. J'ai dit non, oncle Thierry. Sa voix se durcit instantanément. Tu fais une erreur. Tu le sais, n'est-ce pas? Une énorme erreur. C'est mon choix. Vraiment? Parce que de là où je suis, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de soutien familial. Tu es une infirmière de 28 ans qui vit sur un canapé, et tu es sur le point d'affronter un testament qui est en place depuis des années. Il fit une pause. J'essaie de t'éviter l'embarras, Nathalie. J'essaie de te donner une porte de sortie avec un peu de dignité. De la dignité? De la part de l'homme qui avait jeté mes affaires sous la pluie. Je te verrai à la lecture du testament, oncle Thierry. Très bien. Il a pratiquement craché le mot. Mais souviens-toi de cette conversation quand tu sortiras de cette pièce avec rien. Souviens-toi que j'ai essayé d'être généreux. Ce qui va suivre est de ta faute. La ligne est devenue silencieuse. J'ai posé le téléphone, les mains tremblantes. Diane a posé une tasse de thé devant moi. Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a offert 15 000 € pour que je signe une renonciation à tout droit de contestation. 15 000? Elle a sifflé. Il a peur. Ou il essaie de m'acheter pour pas cher. Non. Diane s'est assise en face de moi, a sorti son propre téléphone. Quelqu'un qui est confiant ne fait pas d'offre. Il attend la lecture du testament et laisse les papiers parler d'eux-mêmes. Elle s'est mise à taper. Comment s'appelle son entreprise? Dubois Immobilier. Pourquoi? Ses doigts volaient sur l'écran de son téléphone. Après un moment, ses yeux se sont écarquillés. Oh. Oh waouh. Quoi? Elle a tourné son téléphone. Sur l'écran, il y avait un article de journal datant de 3 mois. Un promoteur local risque la saisie d'une propriété à Annecy. J'ai parcouru l'article. Le nom de Thierry apparaissait plusieurs fois. Tout comme les expressions perte d'investissement significative et dette croissante. Continue de lire, dit Diane. Un autre article d'il y a 2 mois. Les pertes d'investissement de 800 000 € de Dubois Immobilier soulèvent des questions. Et un autre d'il y a 1 mois. Un couple d'Annecy en défaut de paiement sur son prêt immobilier. J'ai levé les yeux vers Diane. Il est fauché. Pas seulement fauché, il est en train de couler. Regarde l'Instagram de Patricia. Je l'ai affiché sur mon téléphone. Le fil de Patricia, habituellement rempli de sacs de créateurs, de vernissage et de photos de leur maison d'Annecy, avait changé. Les publications récentes parlaient toutes de minimalisme, de trouver le contentement dans la simplicité et de la joie de réduire son train de vie. Le code pour nous ne pouvons plus nous permettre notre style de vie. Il ne veut pas seulement la maison, dis-je lentement. Il en a besoin. Il compte sur le patrimoine de papa pour le sauver. Ce qui signifie, dit Diane, qu'il a probablement déjà dit à ses créanciers qu'il allait recevoir un héritage. Probablement déjà fait des promesses basées sur de l'argent qu'il pensait recevoir. J'ai pensé au désespoir de Thierry au téléphone, au sourire de Patricia à travers la fenêtre, à la façon dont ils m'avaient tous les deux observé à l'enterrement, en train de calculer. Ils n'étaient pas seulement avides. Ils étaient désespérés. Et les gens désespérés font des choses terribles. Evelyne m'a dit de ne pas réagir, dis-je. De ne rien signer, juste d'attendre. Alors c'est ce que tu fais. Diane me serra la main. Jeudi, c'est dans 3 jours. Tu peux attendre 3 jours. J'ai repris la lettre de ma mère, je l'ai relue.
Ne fais pas confiance à Thierry. Maman avait su. D'une manière ou d'une autre, elle avait su. C'est quoi ce post-scriptum? Demanda Diane. Les dossiers de l'hôpital. J'ai lu à voix haute. Demande-lui les dossiers de l'hôpital de la Croix-Rousse de 1973. Demande-lui pourquoi il n'y a pas d'acte de naissance pour Thierry Dubois à l'hôpital où il prétend être né. Nous nous sommes regardés. C'est étrangement spécifique, dit Diane. Maman n'écrivait pas des choses qu'elle ne pensait pas. Alors, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? J'ai pensé au besoin désespéré de Thierry d'être reconnu comme un Dubois, à la façon dont il s'accrochait au nom de famille, à la tradition, à l'idée qu'il méritait tout à cause de son sexe. Je pense, dis-je lentement, que ma mère a découvert quelque chose sur Thierry. Quelque chose qu'il ne sait pas que quelqu'un d'autre sait. Et elle voulait que tu aies cette information. Ou elle voulait qu'Evelyne l'ait. J'ai regardé mon téléphone, l'heure. 3 jours. Je peux attendre 3 jours. Mais en le disant, je me demandais ce que ma mère avait bien pu découvrir d'autre en 8 ans de planification secrète. Ce qu'elle avait bien pu laisser derrière elle pour que je le trouve. Et je me demandais si Thierry avait la moindre idée de ce dans quoi il s'engageait. Jeudi, le matin de la lecture du testament, je suis allé sur la tombe de ma mère. Le cimetière de Loyasse était situé sur une colline surplombant le Rhône, le genre de vieux cimetière où des anges de marbre veillaient sur des tombes datant des années 1800. Les tombes de mes parents se trouvaient dans la nouvelle section, côte à côte sous un chêne qui serait magnifique en été. Maintenant, fin mars, ce n'était que des branches, de la boue et les dernières plaques de neige tenaces. J'avais apporté de la lavande du jardin de ma mère. J'étais retourné à la maison la veille avec Diane en renfort, avec l'intention de simplement récupérer le reste de mes boîtes. Mais quand j'avais vu le jardin de maman, quelque chose en moi s'était brisé. La plupart des plantes étaient mortes ou en dormance. Mais là, dans le coin où la clôture bloquait le pire du vent d'hiver, quelques tiges avaient survécu. De nouvelles pousses, violettes, vertes et fragiles. Je les avais coupées avec soin, les avais emportées avec moi. Maintenant, je me suis agenouillé dans l'herbe mouillée et les ai placées sur la tombe de ma mère. « Salut, maman » dis-je doucement. Je sais que tu ne peux pas m'entendre, ou peut-être que si. Je ne sais pas comment tout ça fonctionne. Un oiseau a chanté quelque part dans les arbres. Le bruit du fleuve montait de la colline. J'ai lu ta lettre. Toute, en fait. Tu m'en as écrit 3. Tu le savais? Une dans la boîte que tu as laissée, une qu'Evelyne a pour après la lecture, et une qui est apparemment pour plus tard. Evelyne n'a pas voulu me dire quand plus tard arrivera. J'ai tracé du doigt son nom sur la plaque temporaire. La pierre tombale permanente ne serait pas prête avant un autre mois. Geneviève Éléonore Dubois, 1969 à 2025. Mère bien-aimée. Il s'était disputé à propos de l'inscription. Thierry voulait qu'il soit écrit l'épouse et mère bien-aimée. J'avais insisté pour que ce soit juste mère. C'était la première bataille que j'avais gagnée. Je ne sais pas ce que tu m'as laissé, ai-je continué. Evelyne ne veut pas me le dire. Elle dit que je dois l'entendre en présence de Thierry, que c'est ce que tu voulais. Mais maman, j'ai peur. Et si ce n'est rien? Et si tout ça, la planification, les secrets? Et si papa l'avait découvert et avait tout changé? Le vent s'est levé, emportant l'odeur de la terre mouillée et du début du printemps. Thierry m'a offert 15 000 € pour que je m'en aille, pour que je signe des papiers disant que je ne contesterai rien. Une partie de moi voulait les prendre. Pas parce que c'est assez. Ça ne l'est pas. Mais parce que je suis fatigué, maman. Je suis si fatigué de me battre. D'essayer de prouver que je compte, de sentir que je suis toujours à un pas de me faire dire que je ne suis pas assez. J'ai essuyé mes yeux. Je n'avais pas l'intention de pleurer. Mais ensuite je me souviens de toi. Je me souviens de la façon dont tu te levais tôt pour t'occuper de ce jardin. Même quand tu étais malade, même quand la chimio te rendait si fatigué que tu pouvais à peine tenir debout. Tu sortais là-bas et tu arrachais les mauvaises herbes et tu arrosais la lavande comme si c'était la chose la plus importante au monde. J'ai pris une des tiges que j'avais apportées, je l'ai portée à mon nez. L'odeur était faible mais reconnaissable. Je ne t'ai jamais demandé pourquoi la lavande. J'aurais aimé le faire. J'aurais aimé te demander beaucoup de choses. Mon téléphone a vibré. Diane.
Je passe te prendre dans 30 minutes. Ça va? J'ai répondu par SMS. Au cimetière. Je serai prête. Je dois y aller, dis-je à la tombe, à ma mère, à l'air. La lecture est à 14 heures. Evelyne dit que tu t'es préparée pour ça, que tu as pensé à tout. J'espère que tu as raison, maman, parce que je ne sais pas si je suis assez forte pour faire ça seule. Je me suis levé, j'ai brossé l'herbe mouillée de mon jean. Je t'aime, dis-je. Je t'aime plus que la lavande et toutes les bonnes choses. C'est ce que tu disais, non? Je vais essayer de m'en souvenir quand les choses deviendront difficiles aujourd'hui. Je vais essayer de me souvenir que tu pensais que je valais la peine d'être protégé. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté. Encore une chose. Et maman, à propos de Thierry et des dossiers de l'hôpital. Quoi que tu aies découvert, quoi que tu aies voulu que je sache, j'espère que c'est suffisant. J'espère que c'est suffisant pour leur faire enfin voir que je ne suis pas rien, que je ne l'ai jamais été. Le trajet du cimetière au centre-ville de Lyon a duré 20 minutes. Diane conduisait pendant que j'étais assise sur le siège passager, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. « Tu es jolie, » dit Diane. Professionnelle. J'avais mis ma meilleure tenue, une robe bleu marine que je gardais habituellement pour les entretiens d'embauche, associée au blazer que Diane m'avait prêté. Ma blouse d'infirmière était plus confortable, plus moi, mais Evelyne avait suggéré d'avoir l'air soigné. Vous allez entrer dans une pièce avec des gens qui vous ont sous-estimé toute votre vie, avait-elle dit lorsque nous nous étions parlé la veille. Laissez-les voir qui vous êtes vraiment. Et s'il n'y a rien, demandai-je à Diane maintenant. Et si maman a surestimé ce qu'elle pouvait faire? Alors tu sors de là la tête haute et tu construis ta propre vie quand même, comme tu l'as toujours fait. Diane m'a jeté un coup d'œil. Mais Nathalie, je ne pense pas que ta mère ait surestimé quoi que ce soit. Cette lettre n'a pas été écrite par quelqu'un qui faisait des suppositions. Nous sommes arrivés chez Côté et Associés à 13h45. Le bâtiment était exactement ce qu'Evelyne avait décrit, un bel immeuble du quartier historique, la plaque de laiton brillante, le genre de cabinet d'avocat de la vieille bourgeoisie qui était probablement là depuis 100 ans. À travers la porte vitrée, je pouvais voir Thierry et Patricia dans le hall. Thierry faisait les 100 pas, vérifiant sa Rolex toutes les quelques secondes. Patricia était assise, parfaitement immobile, son sac Chanel sur les genoux, son expression vide. Ils avaient l'air nerveux. « Prête ?» demanda Diane. J'ai touché la montre Timex de ma mère à mon poignet. Je l'avais trouvée dans la boîte de ses affaires, elle fonctionnait encore. Le bracelet en cuir était craquelé par des années d'usure. Elle l'avait porté tous les jours, même après que mon père lui avait proposé de lui acheter quelque chose de plus joli. « Je suis prête, » dis-je. Nous sommes sortis de la voiture. J'ai ajusté ma robe, pris une grande inspiration, et c'est là que j'ai vu la deuxième voiture arriver derrière nous, une grande berline noire, le genre avec un chauffeur. La porte arrière s'est ouverte et grand-mère Elisabeth est sortie. Elle portait une robe bleu marine, ses cheveux argentés parfaitement relevés, et à sa main droite, la bague en saphir que j'avais admirée toute mon enfance. Elle m'a vu et a souri. « Bonjour, ma chérie, dit-elle. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois venue. Ta mère m'a demandé d'être là. » Thierry était apparu à l'entrée, son expression passant de nerveuse à confuse, puis à quelque chose comme de la peur. « Elisabeth, dit-il, je ne savais pas que tu... Pourquoi es-tu? Geneviève voulait que je sois là, dit simplement grand-mère. Elle prit mon bras, le passa dans le sien. On entre, Nathalie. Ensemble, nous avons marché vers la porte, vers Thierry et Patricia et tout ce que ma mère avait laissé derrière elle. Et alors que nous montions les marches, grand-mère me serra le bras et murmura, « Ta mère était la femme la plus intelligente que j'ai jamais élevée. Fais-lui confiance, ma chérie. Fais-lui entièrement confiance. » La porte de Côté et Associés s'est ouverte. À l'intérieur, maître Evelyne Côté se tenait là, un dossier à la main et un léger sourire aux lèvres. « Mademoiselle Dubois, dit-elle. Bienvenue. Nous vous attendions. » La salle de conférence de Côté et Associés avait une table en acajou assez longue pour accueillir 12 personnes, bien que nous n'étions que 6. La lumière de l'après-midi filtrait à travers de hautes fenêtres, attrapant des grains de poussière dans l'air et donnant à tout une impression de suspension, d'attente. Maître Evelyne Côté était assise en bout de table, parfaitement composée dans un tailleur anthracite,
ses cheveux argentés relevés en un chignon élégant. À sa droite se trouvait Sarah Mitchell, une jeune femme présentée comme assistante juridique et témoin. Le reste d'entre nous s'est installé avec une distance prudente. Thierry a pris le siège le plus proche d'Evelyne, une démonstration de pouvoir, revendiquant son territoire. Patricia s'est assise à côté de lui, ses ongles manucurés tapotant contre la table dans un rythme nerveux dont elle n'avait probablement pas conscience. Grand-mère Elisabeth s'est assise à côté de moi, sa présence solide et rassurante. En face de nous, Thierry ne cessait de lui jeter des regards avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. De la confusion peut-être, ou de l'inquiétude. Merci à tous d'être venus, commença Evelyne, sa voix claire et professionnelle. Avant de commencer, je tiens à préciser que nous allons lire 2 testaments aujourd'hui. Le testament de Daniel Dubois et le testament de Geneviève Dubois. Ce sont des documents distincts avec des dispositions distinctes. 2 testaments. Patricia fronça les sourcils. Pourquoi est-ce important? Tout était en propriété conjointe. L'expression d'Evelyne ne changea pas. Pas tout, en fin de compte. J'ai senti la main de ma grand-mère trouver la mienne sous la table et la serrer. Thierry ajusta sa Rolex avec ce geste étudié que j'avais vu 1000 fois. Très bien, finissons-en. Lisez d'abord le testament de papa. Parfaitement. Evelyne ouvrit le premier dossier, en sortit plusieurs pages. Dernière volonté et testament de Daniel Allan Dubois, daté d'il y a 14 mois, attesté et notarié dans le département du Rhône. La pièce devint silencieuse. C'était le moment. Evelyne lut les dispositions standards, nomination des exécuteurs, paiement des dettes, instructions funéraires. La voix de mon père semblait résonner à travers ces mots, ce ton de certitude qu'il avait toujours eu, le ton qui disait qu'il savait exactement comment le monde devait fonctionner. Puis elle arriva à la répartition des biens. À mon frère, Thierry Robert Dubois. Je lègue 60% de mes biens personnels, y compris mon véhicule, mes outils et équipements d'atelier, et ma part de tous les comptes financiers détenus conjointement avec mon épouse, Geneviève. Thierry hocha lentement la tête, la satisfaction se lisant sur son visage. 60%, pas les 70 qu'il avait probablement espéré, mais assez proches. À ma fille, Nathalie Line Dubois, je lègue 40% de mes biens personnels restants. Je clignai des yeux. 40%. Je m'attendais à une somme symbolique, peut-être 10 ou 15%. Quelque chose pour ne pas paraître complètement sans cœur, mais assez petit pour faire passer le message. 40% des biens restants, murmura Patricia, faisant le calcul. Après les dettes et les dépenses, donc en gros. Les comptes de papa totalisaient environ 95 000 €, dit Thierry, sa voix ayant pris ce ton magnanime, celui qui signifiait qu'il pensait être généreux. Après les frais de succession, tu auras peut-être 38 000 €, Nathalie. Plus que ce que je pensais que papa te laisserait, honnêtement. Il me sourit comme s'il me faisait une faveur. La prise de ma grand-mère sur ma main se resserra, mais sa voix était calme et contrôlée. Thierry, peut-être pourrais-tu laisser l'avocate terminer. Qui a-t-il à terminer? Il se pencha en arrière dans sa chaise, un bras drapé sur le dossier. La maison appartenait à papa. L'argent appartenait à papa. Je suis l'héritier principal. Nathalie reçoit un lot de consolation, ce qui est généreux dans les circonstances. Patricia avait sorti son téléphone, calculant probablement déjà comment utiliser la part de Thierry pour rembourser leurs dettes. En fait, dit Evelyne, sa voix coupant la satisfaction de Thierry comme un scalpel, il reste pas mal de choses à discuter. Quelque chose dans son ton fit vaciller le sourire de Thierry. Le testament de votre père ne représente qu'une partie du patrimoine combiné de vos parents, continua Evelyne, fermant le premier dossier et ouvrant le second. La succession de votre mère est distincte et significativement plus importante que celle de votre père. La pièce devint très silencieuse. Distincte? Thierry se redressa. Qu'est-ce que vous voulez dire par distincte? Maman n'avait pas son propre patrimoine. C'était une femme au foyer. Tout ce qu'elle avait venait de papa. Ce n'est pas exact, monsieur Dubois. Si, c'est exact. Thierry se leva, comme si la hauteur lui donnait de l'autorité. Je connais ma propre famille. Quel que soit le petit compte d'épargne que maman ait pu avoir, ça ne change rien. Papa a clairement exprimé ses volontés pendant des décennies. Le fils hérite. La fille prend ce qu'on lui donne et est reconnaissante.
Il se tourna vers moi, et le venin était de retour, vif et familier. C'est ça que j'essayais de t'épargner, Nathalie. Cet embarras. Tu es assise ici en espérant que maman t'a laissé quelque chose de significatif. Quoi? Ces bijoux? Ces fiches de recettes? Ça n'a pas d'importance. La maison appartient toujours à papa. L'argent réel appartient toujours à papa. Et tu es toujours Monsieur Dubois. La voix d'Evelyne n'était pas forte, mais elle arrêta Thierry en pleine phrase. Asseyez-vous. L'ordre était si inattendu que Thierry obéit, retombant sur sa chaise. Je comprends que vous ayez des opinions sur la manière dont les biens de vos parents devraient être répartis, continua Evelyne, son ton d'acier enveloppé de soie. Mais ceci est une procédure légale, pas une dispute familiale. Le testament de votre mère contient des dispositions spécifiques qui prévalent sur vos suppositions. Si vous m'interrompez à nouveau, je vous demanderai de partir, et vous recevrez les informations par écrit. Patricia attrapa le bras de Thierry, lui murmurant quelque chose d'urgent. Il se rassit, la mâchoire serrée, la fureur émanant de lui par vagues. Evelyne prit le second dossier avec un soin délibéré. Et maintenant, dit-elle, nous abordons la question de la succession de Geneviève-Éléonore Dubois. Dernière volonté et testament de Geneviève-Éléonore Dubois, lut Evelyne, sa voix mesurée et claire. Mis à jour il y a 18 mois, attesté par moi-même et un notaire public du département du Rhône. La testatrice a été évaluée par le docteur Sarah Hamonde, une psychiatre certifiée, et déclarée pleinement compétente pour exécuter ce document. Elle regarda directement Thierry et je vis la chose venir avant même qu'il ne parle. Il y a 18 mois. Sa voix était tendue. Maman était en plein milieu de la chimio il y a 18 mois. Son jugement était altéré. Les médicaments, le stress. J'avais anticipé cette préoccupation, répondit Evelyne d'un ton égal. Elle produisit un document et le fit glisser sur la table. C'est pourquoi j'ai l'évaluation écrite du docteur Hamonde confirmant la pleine capacité cognitive de votre mère au moment de la signature. Puis elle posa une clé USB sur la table. Le petit rectangle noir sembla aspirer tout l'air de la pièce. J'ai également une documentation vidéo de la signature elle-même, continua Evelyne. Votre mère ne voulait aucune ambiguïté. Elle s'est enregistrée en train d'expliquer chaque décision de ce document. La vidéo dure 34 minutes et est disponible pour examen si quiconque souhaite contester sa compétence. Le téléphone de Patricia avait cessé de bouger. Elle fixait la clé USB comme si elle pouvait exploser. C'est. Thierry déglutit. C'est très minutieux. Votre mère était une femme minutieuse, monsieur Dubois. Les lèvres d'Evelyne se courbèrent très légèrement. Maintenant, Madame Dubois a laissé une lettre qu'elle a spécifiquement demandé que je lise à voix haute à toutes les personnes présentes. Elle leva une seule page de papier à lettres couleur crème, le genre chair. Je le reconnus immédiatement. Le papier spécial de ma mère, celui qu'elle gardait dans le tiroir de son bureau pour la correspondance importante. L'écriture était tremblante mais délibérée, écrite pendant la chimio quand ses mains tremblaient. À ce que j'aime, lut Evelyne, et ma gorge se serra. Si vous entendez cette lettre, c'est que je suis parti, et que le moment que je redoutais est arrivé. Thierry était devenu très immobile. Je vous aime tous. Je veux que vous le sachiez d'abord. Mais l'amour ne me rend pas aveugle. Evelyne fit une pause, nous regardant pour s'assurer que nous écoutions. Nous écoutions. Aucun de nous ne pouvait détourner le regard. Pendant 35 ans, j'ai vu Daniel favoriser Thierry d'une manière qu'il ne reconnaissait même pas. C'était simplement sa façon de voir le monde. Les fils comptent. Les filles servent. Je ne pouvais pas le changer. Croyez-moi, j'ai essayé. Mes mains tremblaient. La poigne de ma grand-mère les stabilisa. Quand Nathalie est née, Daniel a dit, peut-être que la prochaine fois, nous aurons un garçon. J'ai tenu ma fille dans mes bras et je lui ai promis silencieusement qu'elle ne serait jamais la prochaine fois pour moi. Un son m'échappa. Mi-rire, mi-sanglot. Je n'avais jamais su ça. Jamais su que c'était ce qu'il avait dit à ma naissance. Evelyne continua de lire, sa voix professionnelle portant les mots de ma mère à la lumière. J'ai vu Nathalie grandir en travaillant 2 fois plus dur pour moitié moins de reconnaissance. Je l'ai vu payer ses propres études d'infirmière pendant que Thierry recevait tous les avantages.
Je l'ai vu rentrer à la maison pour s'occuper de moi pendant les 2 pires années de ma vie. Changeant mes draps quand j'étais trop malade pour bouger, me tenant la main pendant la chimiothérapie, me chantant les chansons que je lui chantais quand elle était bébé. Des larmes coulaient sur mon visage maintenant. Je n'essayais pas de les arrêter. Thierry est venu 3 fois. 3 fois en 2 ans. Patricia émit un petit son étranglé. Je n'écris pas cela pour condamner mon beau-frère, lui Evelyne. Je l'écris pour expliquer pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits. Les biens que je laisse à Nathalie ne sont pas une récompense. Ce n'est pas du favoritisme. C'est l'équilibre que je ne pouvais pas fournir de mon vivant. C'est ce qui lui a toujours été dû. Le visage de Thierry était devenu pâle, mais sa mâchoire était serrée. Si Thierry entend cela et se sent en colère, je comprends. Mais je lui demande de réfléchir, pourquoi se sent-il en droit de tout avoir? Qui lui a appris cela? Et qu'a-t-il fait pour le mériter, à part être né homme? Le silence dans la pièce était absolu. Evelyne leva les yeux de la lettre. La lettre se termine par « Nathalie, ma chérie, tu n'es jamais un fardeau. Tu es mon cœur. Vis bien, sois heureuse, et ne laisse jamais personne te dire que tu ne mérites pas toutes les bonnes choses. Avec tout mon amour, pour toujours, maman. » Je ne pouvais pas parler, pas respirer. Grand-mère me tendit un mouchoir. Maintenant, dit Evelyne doucement, posant la lettre avec révérence, discutons de ce que votre mère vous a réellement laissé. D'abord, dit Evelyne, sortant un document du dossier, la maison. Thierry se redressa. La maison fait partie du patrimoine de papa. Elle a toujours été à son nom. En fait, Evelyne fit glisser le document sur la table, non. J'ai regardé Thierry attraper le papier, ses yeux le parcourant frénétiquement. Il y a 5 ans, vos parents ont signé un acte de transfert de propriété. La propriété au 127 rue des Érables a été transférée de la propriété conjointe au seul nom de Geneviève Dubois. Quoi? Le mot sortit étranglé. Pourquoi papa aurait-il accepté ça? Pour la protection de sa responsabilité, expliqua calmement Evelyne. Votre père faisait face à un procès potentiel d'un client insatisfait à l'époque. Mettre la maison au nom de votre mère la protégeait de tout jugement légal contre son entreprise. C'est une stratégie de planification successorale courante. Je n'ai jamais entendu parler de ce procès. Il a été réglé à l'amiable, mais le transfert de propriété est resté. Evelyne produisit un autre document, d'aspect officiel avec un sceau départemental. Voici l'acte enregistré des services de la publicité foncière du Rhône, daté d'il y a 5 ans. La propriété, actuellement estimée à 680 000 €, appartenait uniquement à votre mère. Le visage de Patricia avait pris une couleur étrange. Mais ça veut dire, elle ne put finir sa phrase. Ça veut dire, dit Evelyne, me regardant, que votre mère avait pleine autorité pour la léguer à qui elle voulait. Et elle vous a choisi, Nathalie. La maison. Ma maison. La maison où j'avais grandi, où je m'étais occupé de maman, d'où Thierry m'avait jeté comme une ordure 2 jours après l'enterrement. Elle m'avait appartenu depuis le début. Non. Thierry secoua la tête. Non, ça doit être une erreur. Papa a dit. Il a toujours dit. Ton père croyait ce qu'il voulait croire, dit grand-mère Elisabeth, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. Geneviève lui a dit que le transfert de propriété était temporaire, pour le procès. Elle ne l'a jamais retransféré. Et il n'a jamais vérifié. Je fixai l'acte, la signature de ma mère en bas, nette et délibérée. Elle avait planifié ça. Il y a 5 ans, elle planifiait déjà. De plus, continua Evelyne comme si elle ne venait pas de faire exploser une bombe au milieu de la pièce, il y a la question de la fiducie irrévocable. La quoi? Thierry avait l'air d'avoir été frappé. Il y a 8 ans, votre mère a établi une fiducie irrévocable avec Nathalie comme unique bénéficiaire. Une fiducie irrévocable, une fois établie, ne peut être modifiée ou dissoute sans le consentement du bénéficiaire. Elle existe entièrement en dehors du processus de succession. Il y a 8 ans, Thierry se tourna vers grand-mère Elisabeth, son visage se contorsionnant. Tu lui as donné l'argent. Tu lui as. J'ai donné à ma fille de l'argent qui m'appartenait, dit Elisabeth, sans broncher. Ce qu'elle en a fait était son affaire. La fiducie a été financée par un don de 450 000 € de Madame Whitfield, confirma Evelyne.
Votre mère l'a investi de manière conservatrice dans des fonds indiciels au cours des 8 dernières années. La valeur actuelle, elle consulta ses notes, est d'environ 1 340 000 €. Patricia émit un son comme si elle avait reçu un coup de poing. 1 340 000 €. Ma mère, qui portait une montre Timex, cultivait ses propres légumes et n'achetait jamais rien dont elle n'avait pas besoin, m'avait tranquillement bâti une fortune pendant que je pensais à peine joindre les deux bouts. C'est de la fraude, balbutia Thierry. C'est. Papa ne le savait pas. Il n'aurait jamais permis. Le fait que votre père le sache ou non est sans pertinence, dit Evelyne, sont-on toujours parfaitement égales. La fiducie a été légalement établie avec des fonds qui ne lui ont jamais appartenu. Il n'avait aucun droit dessus, et vous non plus, monsieur Dubois. La clé USB reposait sur la table, 34 minutes de la voix de ma mère expliquant pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. 34 minutes que je regarderai plus tard, seul, quand je serai capable d'entendre à nouveau sa voix. Il y a un dernier actif, dit Evelyne. Thierry avait l'air d'être sur le point d'être malade. La poigne de Patricia sur son bras était devenue blanche. Votre mère détenait une police d'assurance vie auprès d'AXA d'une valeur de 550 000 €. La bénéficiaire désignée était, elle fit une pause, Nathalie Line Dubois, uniquement. Mais je suis la voix de Thierry se brisa. Je suis son neveu. Je suis de la famille. Elle ne peut pas juste. Elle ne peut pas juste ne rien me laisser. Elle ne vous a rien laissé, monsieur Dubois. Evelyne sortit une dernière page. Le testament de votre mère spécifie que vous devez recevoir ses effets personnels, les albums photos, sa collection de bijoux, et une lettre qu'elle a écrite spécifiquement pour vous. Une lettre. Le rire de Thierry était creux, brisé. Elle laisse des millions à Nathalie, et moi j'ai une lettre. La collection de bijoux comporte quelques pièces de valeur, proposa Evelyne. Je ne veux pas de ces bijoux. Thierry frappa la table de la paume de sa main. Patricia sursauta. Je veux ce qu'on m'a promis. Je veux ce que j'ai mérité. Ce que tu as mérité? Les mots sortirent de ma bouche avant que je puisse les arrêter. Doucement, mais ils emplirent la pièce. Tout le monde me regarda. Tu as rendu visite à maman 3 fois en 2 ans, Thierry. 3 fois. Tu m'as dit que je n'étais qu'un fardeau pendant que je lui tenais la main pendant la chimiothérapie. Que as-tu mérité, exactement? Il me fixa. Je soutins son regard. Pour la première fois de ma vie, je ne détournai pas les yeux la première. Faisons le point sur les chiffres totaux, dit Evelyne, et je pus entendre la plus légère satisfaction dans son ton professionnel. Evelyne arrangea ses papiers avec un soin délibéré. Revenant à Nathalie Line Dubois de la succession de sa mère, la propriété au 127 rue des Érables, évaluée à 680 000 €. La fiducie irrévocable, évaluée à 1 340 000 €. Le produit de l'assurance vie, 550 000 €. De plus, de la succession de son père, 40% des actifs liquides, soit environ 38 000 €. Elle leva les yeux. Total approximatif, 2 608 000 €. Le chiffre flottait dans l'air. 2,6 millions d'euros. Ma mère, qui ne s'était jamais plainte, qui s'était occupée de son jardin, avait préparé les dîners du dimanche et avait tranquillement enduré 35 ans de mépris, m'avait laissé près de 3 millions d'euros. Thierry ne s'est pas évanoui. Il a fait pire. Il s'est effondré. Savez-vous ce que j'ai perdu? Sa voix monta, se brisant. Avez-vous la moindre idée? J'ai tout investi. Tout dans Dubois Immobilier parce que Daniel m'a dit que c'était à moi. L'héritage était à moi. Le nom était à moi. Il se leva si vite que sa chaise grinça contre le sol. Tu étais censé te marier et disparaître. Il se tourna vers moi, et il y avait quelque chose de désespéré et de laid sur son visage. C'est ce que Daniel a dit. C'est ce qu'il m'a promis. Tu allais trouver un mari, prendre son nom, on t'offrirait un beau mariage et ce serait tout. C'était le plan. Il t'a promis la vie de quelqu'un d'autre, demandai-je doucement. Je perds ma maison, mon mariage, tout ce que j'ai construit. Ses mains tremblaient. J'ai besoin de cet argent, Nathalie. Tu ne comprends pas? J'en ai besoin. Monsieur Dubois, dit Evelyne, votre situation financière n'est pas un motif pour contester un testament valide. Je ne conteste pas seulement. Je suis.
Il se rassit lourdement, la tête dans les mains. Je suis le fils. Je porte le nom Dubois. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Et voilà, la chose sur laquelle il avait bâti toute son identité, le nom. La voix de grand-mère Elisabeth coupa la pièce comme de la glace. Thierry, sais-tu quand je t'ai rencontré pour la première fois? Il leva les yeux, confus par le changement de sujet. Tu m'as rencontré quand j'étais petit. Je t'ai rencontré quand tu avais 3 ans, au mariage de Daniel et Geneviève. Tu étais le porteur d'alliance. Oui. Alors j'ai demandé à la mère de Daniel, ta mère, à quel hôpital tu étais né. Elle a dit l'hôpital de la Croix-Rousse. Les yeux d'Elisabeth étaient durs. J'ai demandé à voir des photos de toi bébé. Elle a dit qu'elles avaient été perdues dans un déménagement. Tout le monde était figé, observant. Pendant 49 ans, continua Elisabeth, je me suis demandé pourquoi une mère n'aurait pas de photos de son plus jeune fils bébé. L'atmosphère dans la pièce changea. Grand-mère, dis-je doucement. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Elisabeth se tourna vers Evelyne. Pourriez-vous, s'il vous plaît, récupérer les documents que je vous ai donnés le mois dernier, ceux de l'enquêteur privé? Evelyne sortit une enveloppe scellée. Madame Whitfield a engagé un enquêteur privé il y a 6 mois, expliqua-t-elle, après le diagnostic de Geneviève. Elle voulait comprendre toute la situation familiale avant de finaliser les plans de succession. Vous m'avez fait enquêter. Thierry se releva. Vous n'aviez pas le droit. J'avais tout à fait le droit de protéger les volontés de ma fille, dit Elisabeth. Et ce que j'ai trouvé. Evelyne, veuillez lire le résumé. C'était ça. La chose à laquelle ma mère avait fait allusion dans sa lettre. Les dossiers de l'hôpital. Evelyne ouvrit l'enveloppe et en sortit une seule page. Selon les archives de l'hôpital de la Croix-Rousse, l'UL, aucun Thierry Dubois n'est né en 1973. Cependant, un Thierry Morrison est né de Margaret Morrison le 15 juin 1973. Elle produisit un acte de naissance. Margaret Morrison était la secrétaire du père de Daniel. Elle a fait adopter le bébé. Les parents adoptifs, Robert et Éléonore Dubois, les parents de Daniel. La pièce devint absolument silencieuse. Les parents de Daniel vous ont adopté quand Daniel avait 6 ans, continua Evelyne. Ils vous ont élevé comme le frère de Daniel, mais vous n'avez aucun lien de sang avec la famille Dubois. Les mots semblaient résonner. Aucun lien de sang. Pas un Dubois. Non. La voix de Thierry était à peine un murmure. Non, ce n'est pas je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Patricia se leva. Tu m'as dit que tu étais l'héritier Dubois. Tu as dit que le nom, l'héritage. Tout appartenait par le sang. Je pensais. Thierry regarda entre nous tous, désespéré. Mes parents ne me l'ont jamais dit. Daniel n'a jamais su. Daniel ne le savait pas, confirma Elisabeth. Mais Geneviève l'a découvert il y a 3 ans, quand elle aidait à régler la succession de votre mère après sa mort. Elle a trouvé les papiers d'adoption dans un coffre-fort. Maman savait. Je regardais ma grand-mère. Pourquoi ne le lui a-t-elle pas dit? Parce qu'elle savait que ça le détruirait, dit Elisabeth. Elle n'était pas cruelle, Nathalie. Elle n'allait juste pas laisser sa fausse revendication te détruire, toi. Thierry s'affaissa de nouveau sur sa chaise. Toute sa combativité avait disparu. Le nom Dubois, dit-il à personne en particulier. Tout ce que j'ai construit, tout ce que je pensais être. C'est tout. C'est tout ce qu'on t'a donné, dit Elisabeth, sans méchanceté. Tu as été choisi, Thierry. Adopté dans une famille qui te voulait. Ça aurait dû être suffisant. Patricia attrapa son sac à main. Je dois y aller. Patricia. Thierry tendit la main vers elle. Ne. Elle recula. Tu m'as dit que nous investissions dans l'héritage familial. Tu m'as dit que l'héritage était garanti. J'ai abandonné ma carrière parce que tu as dit que nous serions en sécurité. Sa voix se brisa. J'ai épousé un mensonge. Elle sortit. La porte se referma derrière elle avec un clic doux qui sembla plus fort qu'un claquement. Thierry resta seul à la table. Tout ce sur quoi il avait bâti sa vie s'effondrait autour de lui. Et je ne ressentis rien. Pas de satisfaction.
pas de vengeance. Juste une sorte de tristesse creuse pour un homme qui avait été si désespéré de compter qu'il avait fait en sorte que tous les autres se sentent insignifiants. Nathalie, sa voix était rauque. Je sais que je ne le mérite pas, mais s'il te plaît. Nous sommes toujours de la famille. Aide-moi. Tout le monde me regarda. C'était le moment, le choix. J'ai pensé à la lettre de ma mère, à la miséricorde et à la justice, à la différence entre les deux. Je ne vais pas te laisser devenir sans abri, dis-je doucement. Une lueur d'espoir brilla dans ses yeux. Mais je ne vais pas non plus te sortir des mauvaises décisions que tu as prises en me traitant comme si j'étais sans valeur. L'espoir s'éteignit. Tu peux louer une chambre, continuai-je. Tu peux recommencer à zéro, comme j'ai dû le faire chaque fois que cette famille a décidé que je n'étais pas assez. Mais toute relation entre nous. Je fis une pause. Ça va prendre du temps. Beaucoup de temps. Et honnêtement, je ne sais pas si nous y arriverons un jour. Je me suis levé, j'ai pris mon sac. Maman t'a laissé une lettre aussi, n'est-ce pas, Evelyne? Oui, monsieur Dubois. Voulez-vous que je la lise? Thierry hocha la tête, incapable de parler. Evelyne ouvrit une autre enveloppe. Cher Thierry, lut-elle. Je sais que tu es en colère, mais je veux que tu comprennes. Daniel t'a élevé en te faisant croire que tu méritais tout. Je laisse à Nathalie ce qu'elle mérite. Non pas parce que je te déteste, mais parce que je l'aime. Tu as été adopté dans l'amour, Thierry. Tu as été choisi. Mais quelque part, tu as oublié que le fait d'être choisi était un cadeau, pas un droit. J'espère qu'un jour tu t'en souviendras. Geneviève. Je me suis dirigé vers la porte. Grand-mère a suivi. Derrière nous, Thierry était assis seul à la table en acajou, Patricia partie, son identité brisée, tenant une lettre d'une femme qu'il avait vue plus clairement qu'il ne s'était jamais vu lui-même. À la porte, je me suis retourné. Maman t'aimait, dis-je. Mais elle m'aimait assez pour me protéger de toi. C'est ça, la différence. Dehors, le soleil de l'après-midi était vif, trop vif pour la conversation que nous venions d'avoir. Grand-mère passa son bras sous le mien. Tu as été miséricordieuse, dit-elle. Je ne me sens pas miséricordieuse. Je me sens vide. Le vide est normal après une guerre, ma chérie. Tu te bats depuis 28 ans. Ton corps ne sait pas encore quoi faire de la paix. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. J'étais millionnaire. Je possédais une maison. J'avais assez d'argent pour ne plus jamais m'inquiéter. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ma mère rencontrant Evelyne chaque mois pendant 8 ans, construisant cet avenir brique par brique, sachant qu'elle ne serait pas là pour le voir. Grand-mère, dis-je en arrivant à la voiture. Savait-elle pour l'accident? Personne ne peut savoir une chose pareille. Mais elle s'est préparée comme si elle le savait. Élisabeth resta silencieuse un long moment. Ta mère s'est préparée parce qu'elle t'aimait, dit-elle enfin. Elle aurait fait ça qu'elle vive un jour de plus ou 30 ans de plus. Parce que l'amour, ce n'est pas d'être là. C'est de s'assurer que les gens que tu aimes sont en sécurité, même quand tu ne peux pas l'être. Elle sortit une boîte en velours de son sac à main. Elle voulait que tu aies ça. Après la lecture. À l'intérieur se trouvait la bague en saphir, celle que ma grand-mère avait portée toute ma vie. Je ne peux pas. C'était la mienne, dit Élisabeth. Je l'ai donnée à Geneviève le jour de son mariage. Elle me l'a rendue quand elle a su qu'elle allait mourir, pour que je puisse te la donner au bon moment. Elle la glissa à mon doigt. Parfaitement ajustée. Maintenant, dit grand-mère, rentrons à la maison. Tu as beaucoup de décisions à prendre. Mais aujourd'hui, tu respires, c'est tout. J'ai regardé en arrière vers ce bel immeuble, vers Côté et Associés, l'endroit où ma vie avait changé en l'espace d'une heure, et j'ai pensé, merci, maman. Merci de m'avoir vu. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir aimé assez pour faire ce que tu ne pouvais pas faire pour toi-même. Le saphir attrapa la lumière, d'un bleu profond comme la liberté. Comme le ciel, comme les possibilités, comme la lavande en pleine floraison. La première chose que j'ai faite avec mon héritage a été rien. Pendant 3 jours après la lecture du testament, je suis allé travailler. J'ai enfilé ma blouse.
J'ai conduit jusqu'à la maison de retraite les Tilleuls et je me suis occupé de mes patients comme si le monde ne venait pas de basculer. Madame Rosa avait besoin de ses médicaments. Monsieur Chen avait besoin d'aide pour sa kinésithérapie. Les Harris de la chambre 304 avaient besoin que quelqu'un les écoute parler du mariage de leur petit-fils. Ils avaient besoin que je sois normale, alors je l'ai été. Tu es différente, a dit Madame Rosa le 3e jour. Je l'aidais à s'installer dans son fauteuil roulant pour le déjeuner, et elle m'observait avec ses yeux perçants qui voyaient tout. Différente comment? Plus légère. Comme si tu avais posé quelque chose de lourd que tu portais depuis longtemps. J'ai ajusté sa couverture, sans la regarder dans les yeux. Mes parents sont décédés récemment. Je sais, ma petite. Je suis désolé. Elle a touché ma main. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Tu sembles plus libre, d'une certaine manière. Le mot m'a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Libre. Était-ce cela, ce sentiment? Cette étrange légèreté qui ne cessait de me surprendre. Ta maman, a continué Madame Rosa, elle venait parfois en visite. Tu le savais? Je me suis arrêté. Quoi? L'année dernière, pendant tes pauses déjeuner. Elle s'asseyait dans la cour, te regardait par la fenêtre, travaillait avec les patients. Un jour, j'étais là-bas et je lui ai demandé pourquoi elle ne venait pas simplement dire bonjour. Ma gorge s'est serrée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Madame Rosa a souri. Elle a dit, je ne veux pas déranger. Je veux juste la voir être brillante. Tu vois, c'est le mot exact qu'elle a utilisé. Brillante. Je me suis excusé et je suis allé dans la cage d'escalier. La même cage d'escalier où j'avais reçu l'appel concernant la mort de mes parents. Les mêmes marches en béton où je m'étais assise, incapable de respirer. Maintenant, je m'y suis assise à nouveau et j'ai pleuré. Mais pas de chagrin cette fois, de compréhension. Ma mère m'avait vu. Vraiment vu. Et elle avait pensé que j'étais brillante. 2 semaines après la lecture du testament, je me tenais devant le 127 rue des Érables avec Diane à mes côtés. La maison avait l'air pareil, de style colonial, 4 chambres, blanches avec des volets noirs. La pelouse avait besoin d'être tondue. Thierry avait clairement cessé de l'entretenir avant de partir. Sur le côté, je pouvais voir le jardin de lavande de ma mère. La plupart des plantes étaient mortes ou en dormance. Mais là, dans le coin où la clôture bloquait le pire du vent d'hiver, de nouvelles pousses sortaient. Des pousses violettes vertes, têtues et vivantes. Tu n'es pas obligé d'entrer si tu n'es pas prête, a dit Diane. Je sais, mais j'ai besoin de le voir. J'ai besoin de comprendre ce qu'elle m'a laissé. Ma clé fonctionnait maintenant. J'avais fait rechanger les serrures le lendemain de la lecture du testament, et il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à tourner cette clé et à entendre le déclic. À l'intérieur, la maison était silencieuse, vide d'une manière qui n'avait rien à voir avec les meubles et tout à voir avec l'absence. Thierry avait pris ses affaires et était parti. La maison était propre, soit par un reste de honte, soit parce qu'il avait été trop pressé pour la saccager. Les affaires de ma mère étaient toujours là. Ses lunettes de lecture sur la table de chevet. Son peignoir suspendu dans le placard. Les fiches de recettes dans le tiroir de la cuisine. Chacune tachée et annotée de son écriture. J'ai traversé les pièces lentement, en me souvenant. Le salon où papa regardait le football et m'ignorait. La cuisine où maman m'a appris à faire ses lasagnes. Ma chambre d'enfant, toujours peinte de la couleur lavande qu'elle avait choisie quand j'avais 6 ans. Ta mère a choisi cette couleur, m'avait-elle dit alors. C'est pour la protection, pour les nouveaux départs, pour ma courageuse fille. J'avais pensé qu'elle voulait juste dire que c'était joli. Dans sa chambre, j'ai trouvé un album photo sur la table de chevet. Petit, relié en cuir. Je ne me souvenais pas l'avoir vu avant. À l'intérieur, des photos de moi de la petite enfance à l'âge adulte. Premier pas, premier jour d'école, remise des diplômes du lycée, remise des diplômes de l'école d'infirmière. Chaque étape dont elle avait été témoin. Sur la première page, de son écriture soignée, pour ma plus courageuse fille. Page après page, ma vie en images, et sous chaque photo une légende. Nathalie, 3 ans, première fois qu'elle est dans le jardin. Elle a cueilli de la lavande pendant une semaine. 8 ans, a perdu sa première dent. Daniel a oublié.
Je lui ai préparé une surprise. 16 ans, contrôle de chimie, 19/20. Elle ne l'a pas dit à son père. Je l'ai encadré quand même. 22 ans, remise des diplômes d'infirmière. Daniel n'est pas venu. A dit qu'il avait une réunion. J'ai pris 200 photos parce que je savais qu'un jour elle voudrait se souvenir que quelqu'un était fier d'elle. J'étais si fier. J'ai cru que mon cœur allait éclater. Je me suis assise sur le bord de son lit et j'ai lu chaque légende, chaque petit moment qu'elle avait documenté. Chaque fois qu'elle avait été fière de moi, même quand personne d'autre ne faisait attention. Diane m'a trouvé là 20 minutes plus tard, l'album sur mes genoux, des larmes coulant sur mon visage. Et, dit-elle doucement en s'asseyant à côté de moi. Ça va? Elle me voyait, dis-je. Toute ma vie, elle m'a vu. Et je ne le savais pas. Je pensais. Je pensais que j'étais seul dans cette famille, mais je ne l'étais pas. Elle était là. Elle a toujours été là. Diane m'a pris dans ses bras. Qu'est-ce que tu vas faire de cet endroit? J'ai regardé autour de moi dans la chambre, les murs lavande, la fenêtre donnant sur le jardin. Je ne peux pas vivre ici, dis-je. Pas encore. Il y a trop de fantômes, trop de souvenirs de me sentir petite. Alors, tu la vends? Non, je ne peux pas la vendre non plus. C'est son amour, Diane. C'est son amour transformé en mur, en fenêtre et en ce fichu jardin de lavande dont elle s'occupait chaque jour. Alors, quoi? J'y ai réfléchi. À ce que ma mère aurait voulu, à ce qui honorerait ce qu'elle avait construit. Je la loue, dis-je lentement. À quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui l'appréciera, quelqu'un qui s'occupera du jardin. Tu es sûr? Non, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Nous sommes descendus ensemble. Dans la cuisine, il y avait un mot sur le comptoir. L'écriture de Thierry. Nathalie, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas assez, mais je le suis. J'ai plié le mot et l'ai mis dans ma poche. Désolé n'était pas assez, mais c'était un début. L'appel est arrivé un mardi soir, 6 semaines après la lecture du testament. J'étais dans mon nouvel appartement, un 3 pièces que j'avais loué avec Diane près de l'hôpital. Petit mais lumineux, avec un balcon où j'avais commencé à faire pousser de la lavande en pot. Les plantes étaient minuscules, à peine plus que des semis, mais elles poussaient. Le nom de Thierry sur l'écran de mon téléphone me nouait encore l'estomac. Bonjour, Nathalie. Sa voix était différente, plus petite en quelque sorte. Je sais que tu as dit que tu avais besoin de temps, mais j'espérais. Pourrions-nous nous voir? Juste un café, juste pour parler. J'ai failli dire non. J'ai failli raccrocher. Mais je me suis souvenu de la dernière lettre de ma mère. Tu as été adopté dans l'amour, Thierry. Tu as été choisi. Où, demandai-je. Où tu veux. C'est toi qui choisis. Nous nous sommes rencontrés dans un café de l'ouest de Lyon. Terrain neutre, public, facile à quitter si j'en avais besoin. Thierry était déjà là quand je suis arrivé. Il avait l'air différent. Le costume Zegna avait disparu, remplacé par une simple chemise et un pantalon chino. Pas de Rolex. Ses cheveux étaient plus gris que dans mon souvenir. Ou peut-être que je n'avais jamais regardé d'assez près. Merci d'être venu, dit-il alors que je m'asseyais. Je ne suis pas là pour te donner de l'argent. Je sais. Je ne suis pas là pour en demander. Il enroula ses mains autour de sa tasse de café. Je suis là pour m'excuser. Pas parce que je veux quelque chose, mais parce que j'ai besoin de le dire. J'ai attendu. J'ai passé 52 ans à croire que des choses m'étaient dues à cause d'un nom qui n'était même pas le mien, dit-il. Je t'ai traité comme si tu n'étais rien parce que Daniel me traitait comme si j'étais tout. Et je n'ai jamais remis ça en question. Je n'ai jamais pensé à ce que cela signifiait pour toi. Sa voix se brisa. J'ai perdu ma maison, mon mariage, mon entreprise. Et tu sais quelle est la pire partie? Je le méritais. J'ai mérité chaque parcelle de tout ça. Oui, dis-je doucement. C'est vrai. Il leva les yeux, surpris par mon honnêteté. Tu n'as pas besoin de réconfort, Thierry. Tu as besoin de vérité. Et la vérité, c'est que tu as été cruel avec moi. Tu m'as fait me sentir sans valeur pendant 28 ans.
Tu m'as expulsé de ma propre maison avant que mes parents ne soient froids dans leur tombe. Je pris une grande inspiration. Mais je pense aussi que tu ne savais pas qui tu étais, et c'est triste. Je l'ai trouvé, dit-il brusquement. Qui? Ma mère biologique, Margaret Morrison. Elle a 75 ans, elle vit à Marseille. Nous avons déjeuné la semaine dernière. Je ne m'attendais pas à ça. Comment c'était? Elle a pleuré quand elle m'a vu. Son sourire était amer. Elle a dit qu'elle m'avait abandonné parce qu'elle pensait que les Dubois me donneraient une vie meilleure. Elle pensait qu'ils me donneraient tout. Et ils l'ont fait, mais pas ce qui comptait. Non, acquiesça-t-il. Pas ce qui comptait. Nous sommes restés assis en silence un moment. Le café bourdonnait de conversations autour de nous. Des gens normaux ayant des journées normales. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demandai-je. J'ai trouvé un travail. Commercial dans une agence immobilière à Grenoble. Pas ma société, celle de quelqu'un d'autre. Je commence en bas de l'échelle. Il me regarda. J'ai 52 ans et je recommence à zéro comme si j'en avais 25. Ça doit être difficile. C'est une leçon d'humilité. Il fit une pause. Nathalie, je sais que je ne mérite pas ton aide. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches que Geneviève avait raison. J'ai été choisi. J'ai oublié que c'était un cadeau. J'ai pensé à ma mère, à ses 8 ans de planification, à sa dernière lettre disant à Thierry qu'il avait été aimé. Je ne te donnerai pas d'argent, dis-je. Mais si tu veux prendre un café une fois par mois, juste pour parler, je suis prête à essayer. Ses yeux se remplirent de larmes. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? Parce que ma mère m'a appris que l'amour ne dépend pas de ce que les gens méritent. Il s'agit de la personne que tu choisis d'être. Je ne sais pas si je peux être meilleur. Alors ne sois pas meilleur. Sois juste honnête. C'est tout ce que je demande. Nous avons fini notre café, avons prévu de nous revoir dans 4 semaines. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Peut-être jamais. Mais c'était de la miséricorde. Et la miséricorde, j'étais en train d'apprendre, était sa propre forme de force. 3 mois après la lecture du Testament, j'ai rencontré une conseillère financière nommée Rebecca Chen. Evelyne me l'avait recommandée, une femme avec 20 ans d'expérience et, plus important encore, aucun intérêt à s'enrichir sur mon inexpérience. Voici ce que je recommande, a dit Rebecca, faisant glisser un document sur son bureau. Nous gardons la fiducie investie. Ne retirez que ce dont vous avez besoin pour vos frais de subsistance. L'assurance vie va dans un compte d'épargne à haut rendement pour les urgences et les opportunités. Elle leva les yeux vers moi. Nous remboursons immédiatement vos prêts étudiants. C'est 45 000 €. Et vous continuez à travailler. Continuez à travailler. Je m'attendais à ce qu'elle me suggère de prendre ma retraite, de voyager, de faire quelque chose d'extravagant. Vous aimez votre travail, n'est-ce pas? Oui. Alors l'argent ne devrait pas changer qui vous êtes, Nathalie. Il devrait vous donner des options, pas une échappatoire à vous-même. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai remboursé mes prêts étudiants. 6 ans de dettes effacées en une seule transaction. Le soulagement était physique, comme si quelqu'un avait soulevé un poids de ma poitrine que j'avais tellement l'habitude de porter que j'avais oublié qu'il était là. J'ai gardé mon poste au tilleul, je suis passé en service de jour parce que je n'avais plus besoin de la majoration de nuit. J'ai pris une semaine de congé juste pour respirer, pour digérer, pour comprendre que ma vie avait fondamentalement changé. Et puis j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. Je me suis inscrite à une formation d'infirmière en pratique avancée, IPA. C'était quelque chose que je voulais depuis des années, la chance de diagnostiquer, de traiter, d'aider les patients de manière plus approfondie. Mais la formation était coûteuse, et entre mes anciens prêts étudiants et mes maigres économies, cela avait toujours semblé impossible. Maintenant, ça ne l'était plus. J'ai utilisé l'argent de la fiducie, en suivant le plan prudent de Rebecca. Assez pour les frais de scolarité et les livres, le reste continuant de fructifier tranquillement en arrière-plan. Tu es sûr de ça, a demandé Diane quand je lui en ai parlé. Tu pourrais littéralement faire n'importe quoi. Voyager dans le monde, acheter une maison, ne plus jamais travailler. Je pourrais, ai-je convenu.
Mais ce n'est pas la liberté, dit Anne. C'est juste du vide avec de l'argent. Je veux construire quelque chose. Je veux utiliser ce que maman m'a donné pour devenir encore plus celle que je suis déjà. Elle m'a serré dans ses bras. Elle serait fière. Je l'espère. 6 mois après la lecture du testament, j'ai reçu un appel d'Evelyne Côté. Nathalie, avez-vous le temps de passer au cabinet? Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Je m'y attendais. La dernière lettre, celle que ma mère avait marquée ou pour plus tard. Le bureau d'Evelyne était le même. Lumière de l'après-midi à travers de hautes fenêtres, des livres de droit tapissant les murs, la légère odeur de vieux papier et de cire pour meubles. Elle m'a tendu une enveloppe, papier à lettres crème, l'écriture de ma mère. Elle a précisé que je devais vous la donner après 6 mois, a dit Evelyne. Elle voulait que vous ayez le temps de tout digérer d'abord. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Ma très chère Nathalie, si tu lis ceci, c'est que 6 mois se sont écoulés. Tu as eu le temps de faire ton deuil, de comprendre, de t'adapter. Je veux te dire quelque chose que je ne pouvais pas dire de mon vivant. J'ai eu tort de rester avec ton père aussi longtemps. Tort de le laisser te mépriser. Tort d'attendre si longtemps pour te protéger. Mais j'avais raison sur une chose. Tu n'avais pas besoin de moi pour te rendre forte. Tu as toujours été forte. J'avais juste besoin de te donner les outils pour le voir. Voici ce que j'espère pour toi. J'espère que tu me pardonneras de ne pas être parti plus tôt. J'espère que tu pardonneras à Thierry de ne pas avoir su mieux faire. J'espère que tu te pardonneras d'avoir jamais cru que tu n'étais pas assez. Et surtout, j'espère que tu utiliseras ta liberté non pas pour punir qui que ce soit, mais pour construire la vie que je n'ai pas pu avoir. L'amour n'est pas une question d'argent, ma chérie. Mais l'argent peut acheter du temps, de la sécurité et des choix. Utilise-le à bon escient. La lavande dans notre jardin, je l'ai plantée le jour de ta naissance. La lavande pour la protection, pour la paix, pour les nouveaux départs. Maintenant, va planter ton propre jardin. Je t'aime plus que toute la lavande de tous les jardins du monde entier, pour toujours. Maman. PS. Il y a une dernière chose. Un coffre-fort à la banque BNP Paribas. La clé est avec Evelyne. À l'intérieur, il y a quelque chose sur lequel je veux que tu décides. J'ai levé les yeux vers Evelyne. Elle tenait déjà une petite clé. Le coffre-fort de la BNP Paribas était petit, anodin. L'employé de la banque nous a conduits à la salle des coffres, nous a laissés seuls. À l'intérieur du coffre, 50 000 € en espèces, soigneusement liés, et un mot. Pour Thierry, si tu décides qu'il le mérite. Ou pour quelqu'un d'autre qui a besoin d'une seconde chance. C'est ton choix, Nathalie. C'est toi qui décides qui mérite la grâce. J'ai regardé l'argent. 50 000 €. Assez pour sauver Thierry de ses pires dettes. Assez pour lui donner un vrai nouveau départ. Mais ma mère ne le lui avait pas laissé. Elle me l'avait laissé, à moi de décider. À quoi penses-tu, a demandé Evelyne. Je pense que ma mère me testait une dernière fois. Te tester comment? Pour voir si j'ai appris la différence entre la justice et la vengeance, entre la miséricorde et la complaisance. J'ai touché le mot. Elle savait que je serais en colère. Elle savait que j'aurais tout à fait le droit de laisser Thierry se noyer dans les conséquences de ses choix. Et elle voulait que je choisisse quand même. J'ai pensé à Thierry au café, recommençant à 52 ans. À Margaret Morrison abandonnant son bébé en espérant une vie meilleure. Au nom du bois qui avait empoisonné un homme qui n'avait jamais su qu'il n'était pas vraiment le sien. Je ne vais pas lui donner l'argent liquide, dis-je. Evelyne hocha la tête, sans surprise. Mais je vais l'investir dans une fiducie pour lui. Il ne pourra pas toucher au capital, mais il pourra utiliser les revenus mensuels, peut-être 2 000 € par mois. Assez pour l'aider à se reconstruire, mais pas assez pour retomber dans ses anciens schémas. C'est généreux. C'est stratégique, ai-je corrigé. Si je lui donne de l'argent liquide, il le dépensera en essayant d'être celui qu'il était. Si je lui donne un revenu régulier, il devra construire quelque chose de nouveau. Et s'il ne le fait pas, alors l'argent me revient et sera utilisé pour quelque chose d'utile. J'ai fermé le coffre-fort. Dans tous les cas, j'aurais essayé. C'est tout ce que maman voulait, que j'essaie. De retour au bureau d'Evelyne,
j'ai signé les papiers établissant la fiducie pour Thierry. Puis j'ai pris une dernière décision. La maison, dis-je, j'ai décidé quoi en faire. Oh. Je veux la vendre, mais pas sur le marché libre. J'y pensais depuis des semaines. Je veux la vendre à une acheteuse spécifique, une mère célibataire, infirmière dans un autre hôpital. Elle a 2 filles, de 6 et 9 ans. Elle essaie de sortir d'une mauvaise situation de location depuis des années. Vous voulez lui vendre au prix du marché? Non, je veux lui vendre exactement ce qu'elle peut se permettre, quel que soit ce montant. Evelyne sourit. Votre mère approuverait. Je sais. Et il y a une dernière chose. Je pris une grande inspiration. Je veux créer une fondation. La Fondation Geneviève Dubois pour les filles sans soutien. Une aide juridique pour les femmes dans les litiges successoraux. Des bourses d'études en soins infirmiers pour les femmes issues de familles patriarcales. Tout ce pourquoi ma mère a dû se battre seule, je veux que d'autres femmes aient de l'aide. C'est ambitieux. J'ai l'argent. J'ai la raison. Et j'ai le temps. Je l'ai regardé dans les yeux. M'aiderez-vous? Je serais honoré. 1 an après la lecture du testament, je me tenais dans le jardin du 127 rue des Érables et je regardais 2 petites filles s'occuper du jardin de lavande de ma mère. La maison avait une nouvelle famille maintenant, Maria Gonzalez et ses filles, Emma et Sofia. Elles avaient emménagé il y a 3 mois, et la maison semblait déjà différente, habitée, aimée, pleine de ce genre de chaos qui vient avec les enfants et l'espoir. Le jardin de lavande était énorme maintenant. Ce qui avait été des tiges mourantes était maintenant de pleines fleurs violettes. Les filles s'y étaient mises avec enthousiasme, apprenant les noms de chaque variété, comprenant lesquelles avaient besoin de plus d'eau, lesquelles préféraient l'ombre. Mademoiselle Nathalie. Emma, la plus jeune, a couru vers moi. Regarde, la Hidcote est en fleurs. Je me suis agenouillé à sa hauteur. C'est magnifique. Vous vous en occupez si bien. Maman dit que ta maman a planté ce jardin quand tu es né. C'est vrai. Pourquoi de la lavande? J'ai touché l'une des fleurs violettes, libérant son parfum dans l'air. Elle m'a dit un jour que la lavande signifie nouveau départ. Elle voulait que je sache que même quand les choses sont difficiles, il y a toujours quelque chose de beau qui pousse en dessous. Sophia, la sœur aînée, nous a rejointes. Elle te manque? Tous les jours. Mais je la sens aussi partout, dans ce jardin, dans les choix que je fais, dans la gentillesse que j'essaie de montrer. Tu étais en colère contre elle d'être morte. Les enfants posent les questions que les adultes n'osent pas. J'appréciais cela. Pendant un temps, ai-je admis. Mais ensuite j'ai réalisé qu'elle ne m'avait pas quitté. Elle m'avait préparé. Maria a appelé depuis la maison. Les filles, à table. Nathalie, tu restes, n'est-ce pas? Avec plaisir. Alors que nous marchions vers la maison, j'ai vu une voiture arriver. La voiture de Thierry. Une Honda Civic maintenant, pas la BMW. Il est sorti, tenant une enveloppe. Je ne savais pas que tu serais là, dit-il maladroitement. Le chèque mensuel, demandai-je en hochant la tête vers l'enveloppe. Oui, 500 € pour la fiducie. Il avait insisté pour rembourser quelque chose, même si les termes de la fiducie ne l'exigeaient pas. Je voulais le déposer en personne. Comment va le travail? Bien. Lent, mais bien. J'apprends l'humilité. Il a souri, et ça semblait sincère. C'est étonnamment instructif. Une autre voiture est arrivée. Le Renault Espace de Diane. Elle avait apporté le dessert comme promis. Puis une grande berline noire. Grand-mère Elisabeth, aidée à sortir par sa nouvelle amie de la maison de retraite où elle vivait maintenant. La famille. Pas celle dans laquelle je suis né, celle que j'ai construite. Nous avons dîné ensemble. L'incroyable arrose con polo de Maria. Le gâteau au chocolat de Diane. Les histoires de ma grand-mère sur ma mère jeune femme. Les filles posaient des questions. Thierry était silencieux mais présent. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement, entièrement entière. La Fondation Geneviève Dubois a ouvert ses portes le jour de ce qui aurait été le 58e anniversaire de ma mère. Le bureau était petit, un bel immeuble rénové à Lyon, non loin du cabinet d'Evelyne. Mais c'était le nôtre. En 2 ans,
Nous avions aidé 127 femmes à naviguer dans des litiges successoraux. Nous avions fourni une aide juridique, une planification financière et un soutien émotionnel. Nous avions financé 19 bourses d'études en soins infirmiers. Nous avions mis en relation des filles avec des ressources que leur mère n'avait jamais eues. J'avais obtenu mon diplôme d'infirmière en pratique avancée. Je travaillais 3 jours par semaine au Tilleul, 2 jours à la fondation. L'équilibre me semblait juste. Diane avait emménagé de façon permanente. Nous avions acheté une maison ensemble. Rien d'extraordinaire, juste un 4 pièces avec un jardin assez grand pour un vrai jardin de lavande. Thierry et moi prenions un café une fois par mois, comme une horloge. Il avait rencontré la famille de sa mère biologique. Il se reconstruisait, lentement. Nous n'étions pas proches, mais nous étions honnêtes. C'était suffisant. Grand-mère Elisabeth avait maintenant 83 ans, toujours aussi vive, vivant au Tilleul et terrorisant les autres résidents avec son esprit. Elle avait écrit ses mémoires, intitulées « Élever une guerrière, comment Geneviève Dubois a sauvé sa fille ». C'était en cours d'édition. Patricia avait déménagé sur la Côte d'Azur. J'ai entendu dire qu'elle avait lancé un blog sur la guérison après une manipulation financière. Tant mieux pour elle. Et moi ? J'étais debout dans le bureau principal de la fondation, regardant le mur de photos, les femmes que nous avions aidées. Des histoires de filles qui avaient été méprisées, négligées, à qui on avait dit qu'elles ne comptaient pas. Jusqu'à ce que quelqu'un leur montre que si. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Emma, la plus jeune fille du 127 rue des Érables. Mademoiselle Nathalie, le jardin est incroyable cette année. Tu peux venir le voir demain. J'ai répondu par SMS. J'y serai. La porte s'est ouverte derrière moi. Une femme d'une trentaine d'années, nerveuse, serrant un dossier. Bonjour, dit-elle. Je m'appelle Sarah. J'ai appelé à propos d'eux. Mon père vient de mourir et mon frère dit que je n'ai droit à rien parce que je suis adopté et je ne sais pas quoi faire et quelqu'un m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. J'ai indiqué une chaise. Asseyez-vous. Racontez-moi tout. Elle l'a fait. Ça a pris 1 heure. Quand elle a fini, je me suis revu dans son histoire. Le mépris, la peur, la conviction que peut-être elle ne méritait vraiment rien. Sarah, dis-je doucement, tout ira bien. Nous allons vous aider. Et je veux que vous sachiez quelque chose. Votre valeur n'est pas déterminée par un testament, un nom ou qui quelqu'un d'autre a décidé être plus important. Vous êtes déjà assez. Ses yeux se remplirent de larmes. Comment le savez-vous ? Parce que quelqu'un m'a dit la même chose un jour. Et je vais continuer à le transmettre jusqu'à ce que chaque fille sache qu'elle mérite d'être protégée. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'au cimetière de Loyasse. C'était le printemps, 2 ans et 1 mois après la mort de mes parents. Le chêne au-dessus de leur tombe bourgeonnait, de nouvelles feuilles se déployant dans l'air chaud. J'ai apporté de la lavande de mon jardin, les tiges que j'avais cultivées à partir de boutures des plantes originales de maman, violettes, parfumées et vivantes. Je les ai placées sur sa tombe, puis je me suis assise dans l'herbe. Salut, maman. Je sais que je te parle chaque semaine, mais aujourd'hui semblait important. Un oiseau a chanté quelque part dans le cimetière. La fondation est florissante. Nous aidons des gens, de vraies personnes avec de vraies histoires comme la mienne, comme la nôtre. J'ai tracé son nom sur la pierre tombale. Ils avaient enfin installé la plaque permanente. Geneviève Éléonore Dubois, 1969 à 2025. Elle a planté des jardins et élevé des filles. Grand-mère avait choisi l'inscription. C'était parfait. J'ai pardonné à Thierry. Pas parce qu'il l'a mérité, mais parce que tu m'as appris que la miséricorde n'est pas une question de mérite. C'est une question de choisir d'être meilleur que la blessure que tu as reçue. Le vent s'est levé, emportant le parfum de la lavande. Je t'ai pardonné aussi, d'être resté aussi longtemps que tu l'as fait, de ne pas être parti quand tu le voulais. Je comprends maintenant. Tu faisais ce que tu pensais être le mieux, et tu te préparais, toujours en train de te préparer. J'ai fermé les yeux. Mais plus important encore, maman, je me suis pardonné d'avoir cru que je n'étais pas assez. D'avoir pensé que je devais mériter l'amour. Pendant toutes ces années, j'ai pensé que le problème, c'était moi. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de violet et d'or.
Je construis mon propre jardin maintenant, et il est magnifique. C'est tout ce que tu voulais pour moi. La liberté, le choix, une vie où je n'ai pas à prouver ma valeur parce que je la connais déjà. Je me suis levé, j'ai brossé l'herbe de mon jean. Les gens me demandent si je suis en colère à propos des 28 ans que j'ai passés à m'entendre dire que je n'étais pas assez bien. Je ne suis plus en colère. Parce que ces années m'ont appris quelque chose que tu as toujours su. La valeur ne se donne pas. Elle ne s'hérite pas. Elle n'est pas déterminée par le sexe, le sang ou l'ordre de naissance. J'ai touché la lavande sur sa tombe. La valeur, c'est ce que tu construis quand personne ne regarde. Ce sont les veilles au chevet à 2 heures du matin, les doubles services, les moments où tu es présente quand tout le monde s'en va. C'est la préparation silencieuse, la planification secrète, l'amour qui travaille dans l'ombre pour que quelqu'un d'autre puisse se tenir dans la lumière. Le cimetière était vide maintenant, juste moi et les tombes, et le souvenir d'une femme qui m'avait aimé plus que la lavande et toutes les bonnes choses. Tu ne m'as pas donné de l'argent, maman. Tu m'as donné la permission de croire que j'avais toujours été assez. Je suis retourné à ma voiture. Dans le rétroviseur, je pouvais voir le cimetière s'estomper dans le crépuscule, mais la lavande sur sa tombe attrapait encore la dernière lumière. Violette, brillante, et impossible à manquer. La Fondation Geneviève Dubois a aidé 127 filles à échapper à des systèmes d'héritage patriarcaux au cours de ces 2 premières années. Chaque fille mérite un défenseur. Chaque femme mérite de connaître sa valeur. Chaque famille devrait reconnaître que l'amour ne se mesure pas au genre. Cette histoire est dédiée à chaque fille à qui on a dit qu'elle n'était pas assez. Vous l'êtes. Vous l'avez toujours été. Pour des ressources sur la planification successorale et la protection juridique, visitez le site web de la Fondation. En mémoire de toutes les mères qui ont préparé des jardins dont leurs filles hériteraient.